Bonjour Tom, Salut Adrien. je suis ravi de te retrouver dans La tête aux pieds. Je te présente en quelques mots. Donc tu as été combattant professionnel, toutes disciplines et compétitions confondues, tu as plus de 200 combats à ton actif. En professionnel, une vingtaine au moins, tu me corrigeras si je me trompe et dont, je crois, 17 victoires, 2 défaites et un no contest, c'est ça Ouais, c'est le ça. donc c'est pas mal quand même, un Yes. bon ratio. Tu as été donc combattant de MMA et tu as signé à l'organisation prestigieuse, la principale organisation de MMA qui s'appelle l'UFC, dans lequel tu as fait de bons combats. Mais alors qu'il te restait de belles années de carrière et probablement de beaux combats en perspective, peut-être un titre, tu as choisi de t'arrêter, et de t'orienter sur une autre voie, qui était plutôt celle de la danse, du yoga, de la relaxation, du travail respiratoire et de la création artistique et moi, c'est ce chemin, hem, où il y a des polarités qui se rencontrent, qui m'a beaucoup intéressé puisqu'on peut avoir l'impression que ces 2 recherches, le combat, la relaxation, la créativité sont des opposés et en fait, je pense que c'est assez complémentaire et je suis très heureux que tu viennes nous parler de tout ça pour montrer les liens qui existent entre ces opposés en apparence. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans La tête aux pieds. Avec plaisir, merci beaucoup. Est-ce que d'abord tu voudrais nous parler de ce qui t'a amené, puisque je pense que tu as commencé à pratiquer enfant, ce qui t'a amené aux arts martiaux, aux sports de combat? Au début, c'était, beaucoup avec mon père, lui qui était plus, bagarreur que moi, largement plus et il voulait m'inscrire dans des clubs de sport de combat de manière à ce que je puisse apprendre les valeurs du sport et puis aussi, en cas de nécessité, savoir avoir quelques prérequis pour, me défendre. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que j'étais bon dedans et puis il y avait aussi mes entraîneurs qui m'ont quelque part, engrainé en me félicitant des résultats et en me disant: «Tu peux faire carrière» et cetera. Et puis après quand je suis arrivé, vers, 14-15 ans, j'avais énormément de comme des rêves un peu lucides où, je me visualisais très bien, à l'UFC, donc la plus grosse organisation de MMA et à l'époque même le Pride. Ce qui faisait que quand j'arrivais à vers, 17 ans et il fallait remplir les vœux post-bac et puis voir si, je continuais dans les études, j'ai décidé de faire des études de MMA, hein, qui n'existaient pas à ce moment-là puisque c'était pas, légalisé en France, il y avait pas de fédération. Bah, il s'agissait pour moi de déménager déjà à Paris pour, avoir accès au on va dire au plus haut niveau du MMA français, avant de prétendre à partir aux États-Unis où je suis parti quand j'avais 20 ans pour faire carrière, quoi. OK, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais expliquer à ton avis ce qui fait que tu es Mmh. bon là-dedans? Parce que dans La tête aux pieds, on parle de travail corporel, de mouvement, d'arts martiaux de temps en temps, mais c'est pas un podcast, spécialisé, donc c'est important que tu apportes ton expertise là-dedans pour bien préciser le propos. Donc d'abord, qu'est-ce qui fait que tu es un bon combattant, tu penses? Parce qu'il y a quelque chose d'inné dans ce que tu présentes un peu. La peur, elle y est pour beaucoup. Elle m'aide à envisager et préparer le combat comme s'il s'agissait de quelque chose qui allait définir les prochaines étapes de ma vie. Donc à partir de là, j'étais assez forcené dans la préparation d'amont. J'avais aussi un physique qui était beaucoup plus, on va dire, souple et donc finalement fragile par rapport à mes adversaires, donc il fallait composer avec ça, en évitant d'avancer de manière rectiligne et bourrin, mais plutôt opter pour un style qui était, très sur, l'intertemps, trouver l'intertemps, donc dans le timing, un peu comme, l'eau dans les fissures, essayer de se glisser là où il y a la brèche, parce que sinon, s'il s'agissait de faire une confrontation directe, j'aurais pas pu l'emporter parce que les mecs étaient beaucoup plus stock que moi. Donc il s'agissait de trouver ça, le in and out, être là, ne pas être là. Il y avait aussi la question du cardio, hein, j'avais un bon cardio et à partir de là, je m'en suis sorti, ouais. Donc toucher sans être touché, c'est un peu ça a toujours été de ma philosophie de la chose, pour arriver à une forme de maîtrise du corps et de l'efficacité. Parce que le MMA, il s'agit de mouvement certes, mais c'est, finalement, celui qui sera le plus efficace.
Très bien. Est-ce que tu peux expliquer parce que donc du coup, tu as parlé du fait que tu avais commencé le MMA à une époque où c'est pas comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est légalisé, comme tu l'as dit. Il y a des compétitions en France à différents niveaux. Il y a déjà eu l'UFC à Paris, donc qui est la plus grosse organisation. Donc c'est une époque un peu différente. Mais est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le MMA pour toi et comment c'était en France à l'époque où tu as commencé à t'entraîner, à pratiquer? Ah bah, dans mon club, dans le nord de la France, les premiers entraîneurs, ils s'entraînaient sur un terrain de foot, donc voilà où ça en était. N'empêche qu'il y avait quand même déjà des gros clubs, à Paris à ce moment-là et puis, j'ai toujours un peu court-circuité le système français puisque finalement, comme il y avait pas de compétition en France, j'ai jamais combattu en France de ma vie et je me suis toujours plus ou moins entraîné, aux États-Unis. Donc j'ai pas vécu le MMA à la française si tu veux. Hem Et les premiers combats, c'était Belgique, ensuite Allemagne, Angleterre, puis après les États-Unis. Et assez jeune, je suis déménagé aussi en Brésil et en Thaïlande et puis après quand j'ai vu le professionnalisme des Américains, je me suis installé là-bas chez Greg Jackson, là où il y a John Jones. Donc Albuquerque dans un premier temps, suivi les prochaines années de Las Vegas, Los Angeles, Sacramento aussi en Californie et où là l'idée elle était, pour répondre à ta question du départ, c'est quoi le MMA pour moi à ce moment-là? Bah, c'était surtout, surtout à l'époque j'étais très capitaliste, c'était la possibilité de vivre de ton potentiel et pour ça, les États-Unis, c'est super comme terre. C'est super comme terre puisqu'ils ont cet état d'esprit de si tu es un bon citron, à toi d'être mûr bien sûr, mais on va bien te presser. Par contre, si tu es bien juteux, toi aussi tu vas t'en mettre plein dans les poches si tu veux, tu vois? Mmh. Autant spirituellement que de manière pécuniaire. Donc c'est ça qui est intéressant aux États-Unis. Donc moi j'ai été très un Ouais, toi, tu pro-américain pendant longtemps et bah, jusqu'à 23-24 ans où là, j'avais fait mon petit tour de piste et je sentais avant que ma relation ne devienne tiède avec mon premier amour qui était le MMA, bah, il s'agissait de mettre des distances et puis d'aller vivre autre chose à ce moment-là. OK. Donc tu nous parleras de cette, bifurcation, juste après, mais là, tu as parlé de ce que ça représentait pour toi et je te remercie. Mais est-ce que tu pourrais présenter ce que c'est cette discipline en quelques mots, de Mixed façon plus martial générale? arts, Ouais. yes, MMA, Mixed Martial Arts, acronyme des arts martiaux mixtes. Ça a toujours existé dans le sens où, à partir du moment où il y a un combat entre 2 hommes, il y a des techniques de MMA. Mais le MMA en tant que sport, il a que 25-30 ans d'âge. Après, il y avait le pancrace à l'époque, des jeux olympiques. Il y avait aussi, le Vale Tudo au Brésil, depuis 100 ans, 150 ans. Donc ça a toujours existé, mais la forme MMA normalisé, réglé et professionnalisé, c'est quand même grâce aussi à l'UFC depuis 25 ans qui ont créé un sport en le rendant professionnel. Donc c'est plutôt, ça aujourd'hui. Le sport est très brut, très violent. Par contre, c'est toujours un sport qui est aussi, hors du top 10 des sports les plus, traumatisants pour le Mmh. cerveau et au niveau tendineux et osseux. Les premiers étant bien sûr le cyclisme avec, 150 morts par an et puis le rugby et le football américain avec une moyenne d'âge de 50 ans si tu veux. Donc bizarrement, le MMA, c'est le sport qui est toujours en dehors du top 10 des sports les plus à risque. Donc ça, c'est assez drôle. Mais c'est aussi grâce à ces businessmen américains, donc Dana White et les frères Fertitta, qui en ont fait quelque chose, un pur produit marketing, hem, donc f et qui ont su, enfin moi je m'en souviens, hein, ou alors plutôt mon porte-monnaie s'en souvient parce que quand j'étais aux États-Unis, avant les combats, avec tous les examens médicaux, j'en avais pour 3 000 $. Le fond d'œil, scanner du cerveau, le sang, donc tu avais tout à faire. Ce qui fait que ce que tu sais, c'est que quand le mec, il va combattre dans l'octogone, tu sais que déjà au niveau de la santé, il a aucun pépin, il est très en forme si tu veux. Donc c'est ces petits gestes-là avec une commission à un moment donné aussi, il y avait l'USADA, le truc antidopage, enfin c'était il y a quelque chose d'assez professionnel maintenant à l'heure actuelle, le MMA d'aujourd'hui. OK et bah, merci beaucoup parce que ça, tous ces examens pré-combat, je ne connaissais pas leur existence. Mais donc simplement pour situer que c'est une forme de combat libre et donc effectivement à ce niveau-là, c'est pour ça que tu dis que ça a toujours existé en fait, puisqu'on peut combattre debout, on peut combattre en lutte un peu collé comme, en lutte ou au judo. Et aussi au sol, où on peut faire des clés, des étranglements, mais aussi des frappes au sol et il me semble que c'est ça qui donne le côté le plus spectaculaire et le plus polémique à l'activité. C'est qu'une fois qu'on est par terre, on peut être debout, enfin on peut être au-dessus Ouais. de son adversaire et le frapper. Mais c'est intéressant, donc ça a l'air très violent comme ça.
Mais effectivement, c'est pas parmi les sports les plus traumatisants comme tu le dis et oui, j'aurais pensé à la boxe, au rugby, mais jamais au cyclisme et oui, il y a plus de morts, en cyclisme, qu'en combat libre où on peut se taper dessus alors qu'on est au sol. C'est une perspective intéressante. Hem Donc, tu parlais du fait que maintenant, ça s'est effectivement professionnalisé, du fait que c'est, des athlètes de haut niveau, donc qui sont pris en charge et dont la Ouais. santé est protégée. Hem et malgré ces conditions qui sont assez favorables, toi, tu as choisi de bifurquer, en fait, à un moment, alors que, visiblement ça marchait bien pour toi. Tu gagnais pas mal ta vie et pourtant, tu as choisi d'aller sur un autre chemin et d'être moins capitaliste, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était quoi ton cheminement de pensée? Ce que j'aime dans ce que m'a offert le MMA jeune, c'est une discipline, la possibilité d'un cadre, d'une discipline qui te tu vois, comme on dit aux États-Unis: «Discipline will set you free». Donc moi, je suis un pur produit de la discipline comme école spirituelle, comme discipline qui rend libre, tu vois? De mettre une contrainte pour justement qu'il y ait un modèle de progression et des valeurs de progrès et presque d'artisanat dans le temps, hein. Parce que le MMA, il permet ça, il permet un rapport à l'art, il permet un rapport au corps, il permet aussi un rapport à la transcendance. Étant donné que quand tu es devant 10 000 personnes qui scandent ton nom ou alors qui scandent le nom de ton partenaire, ton adversaire qui t'attend déjà dans l'octogone et que tu es plus dans le confort du vestiaire et que tu es pas encore dans le chaos de la cage, tu as des moments comme ça de haute pression, tu vois? Comme des sas et dans ces moments de sas qui sont peu nombreux, mais qui sont à chaque fois présents, juste avant le combat, tu as ces phénomènes-là, ces phénomènes de transcendance où à ce moment-là, il y a le même dérèglement d'essence que dont parle Rimbaud dans sa lettre du voyant, où il y a un moment ce truc-là et tu peux faire face à ça grâce à l'aspiration, la respiration et l'expiration. Donc, tu arrives dans ces formes d'hypervigilance et d'hyper-contrôle, quoi, de suracuité et donc, étant fort de ça, mais surtout l'ayant fait depuis déjà, l'âge de 12 ans, hein, parce qu'à 12 ans, je faisais pas du MMA, mais j'avais déjà fait, enfin, je faisais de 12 à 18 ans, j'ai fait des centaines de combats de manière à être le plus près possible, pour l'âge légal de pratique de MMA, c'est-à-dire 18 ans. Donc si tu veux, c'est pas que j'étais usé, mais le cycle combat, enfin, tu vois, le cycle préparation, régime, combat, vacances, préparation, régime, combat, vacances, c'est un tournoiement que je connaissais depuis que j'avais 12 ans, si tu veux et donc j'ai aimé ça, ça m'a rendu libre, ça m'a apporté énormément de choses. Mais il semble que quand j'avais, 23-24 ans et que je suis arrivé, peut-être à un plafond de verre aussi, où je me disais: «Là, soit je continue et je m'en vais vers le top 10, le top 5. Après gagner le titre ou pas, ça j'en sais rien, hein, peut-être pas». Mais au moins, j'étais dans cette direction. Mais il semblait qu'une fois que j'avais, réalisé mon rêve de gosse, c'est-à-dire aller à l'UFC, bah, il s'agissait de faire une reconnaissance des lieux et à ce moment-là, c'était plus le cœur, il m'indiquait plus de poursuivre. Il me disait plutôt: «Bah, tiens, là, ça tu connais, tu peux y retourner quand tu veux, le combat au haut niveau, mais là, tiens, va essayer, va là-bas, tiens. Tais-toi aussi un peu, prends des vacances sur toi-même, lâche ton corps, fous-lui un peu la paix, essaie de rentrer dans une autre forme de collaboration que cette exigence martiale, qui est hyper intéressante, mais qui, propose aussi autant ça te rend libre, mais autant ça amplifie ta dualité en tant que mec, quoi. Ça te met dans des états, tu vois? C'est des longs états, des longues préparations, des concentrations, des fois de 3 à 6 mois où tu lâches rien. Donc c'est intéressant, hein, le côté militaire. Mais après, l'ayant fait et connaissant ce que c'était, bah, il s'agissait pour moi d'aller dans une autre direction et puis, bah, à ce moment-là, c'est toujours quand ça arrive, hein, j'ai rencontré des gens, je me suis passionné de disciplines spirituelles, aussi différentes les unes que les autres et puis j'ai tracé ma route. Une fois que j'avais les quelques bases pour pas me perdre dans ce monde-là, hein, parce que c'est un univers aussi et ben, j'ai tracé ma route et puis je t'avoue que j'ai gardé dans ce nouveau monde-là, ce nouvel univers, j'ai gardé les mêmes mécanismes de sportif de haut niveau. C'est-à-dire à chaque fois que j'apprenais une technique, je la capitalisais, je la travaillais, puis, je la mettais dans mon sac et puis je sais que je pouvais l'utiliser ad vitam aeternam, quoi. Donc c'est une recherche et une capitalisation. OK et donc à ce moment-là,
ou je sais pas à quel moment, en fait? Est-ce que tu faisais déjà, par exemple, du yoga pendant que tu étais, encore combattant professionnel ou c'est une fois, pardon, que tu as pris ta retraite? Bah, j'étais curieux de toutes ces choses-là. Je me souviens quand je revenais à Paris ou quand j'étais aux US, je faisais du Bikram, tu vois? J'aimais bien. Mmh. Heu, c'est les quelques expériences que j'ai eues, c'était ça, de la mobilité articulaire avec quelques personnes qui connaissaient bien, l'animal flow et cetera. Mais on va dire que tout le travail mobilité, danse, rapport à l'art, ça s'est fait après ma carrière et c'est avant l'artistique. Avant l'artistique, il y a eu le spirituel et avant le spirituel, il y a eu le martial. Donc dans l'ordre, ça a fait plus ça Mmh. quoi, martial qui m'a mené à un moment donné au spirituel, quelques années dedans et puis après maintenant, fort de ces 2 là, martial et spirituel, j'essaie de ce qui me plaît et c'est mon quotidien maintenant, c'est de comment, fort de cette contention, tu vois? Comment je l'exprime. Et ce chemin spirituel donc auquel tu as fait référence plusieurs fois déjà, est-ce que tu peux décrire un petit peu le processus? Bah, ça s'est fait, fluidement, intensément. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aussi initié, on va dire, aux premiers codes, au niveau philosophie, méditation, à quelques bases de tantra, la respiration, tout ce qui est un peu art thérapie et puis, j'ai fait quelques stages comme ça et très vite, je me suis orienté vers les médecines, les médecines, entéogènes. Les entéogéniques, je sais pas si on dit comme ça, comme l'ayahuasca, les champignons, enfin comme j'habitais à Las Vegas à cette époque, je m'étais inscrit dans une église, c'est pas vraiment une église, mais c'est une église de natifs américains et donc si tu veux, quand tu payais la cotisation dans cette église, tu avais accès à toutes les di à tous les médecines qui étaient proposées tout au long de l'année. Et ce qui était drôle aux États-Unis, un pays de la contradiction, c'est qu'il y avait c'est l'homme blanc est arrivé après le natif, le natif qui utilisait déjà les médecines, il a le droit de poursuivre et de les utiliser, à condition que tu as payé ta cotisation dans l'organisation. Donc ce qui était dans la porte à côté du bâtiment, drogue de catégorie 3 et limite tu allais en prison, la porte à côté, c'était quelque chose, bah, dans la tradition indienne, en tout cas celle à qui j'ai connecté à Las Vegas, c'est utilisé depuis des centaines d'années et ils utilisent ça en famille, ils utilisent ça pour faire des rituels sacrés avec, leurs propres réponses, sur des questions, métaphysiques. Leur foi, elle est complètement, inspirée de ces états de conscience, que tu peux vivre, tant que tu es en connexion avec la plante, tout ça. Donc moi, j'ai fait ça, donc j'ai peut-être fait des centaines de cérémonies à l'heure actuelle, que ce soit en ayahuasca, le bufo alvarius. Heu, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centaines de plantes qui vont être administrées en fonction de quelle qualité tu as envie de travailler et cetera, là où tu en es dans ta vie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont hyper à cheval. C'est-à-dire, tu viens pas pour déconner, tu viens pas pour, essayer la dernière drogue à la mode. Mmh. Tu viens avec une vraie maturité, un projet. Tu parles au chaman ou au facilitateur et il te dit si tu peux rentrer ou pas et moi, je faisais ça aussi beaucoup en nature. Ça a été ma première voie, j'ai fait ça longtemps, beaucoup, j'en avais besoin. Il y avait ce côté intense que tu retrouves en MMA, je le retrouvais dans les cérémonies. Donc à ce moment-là, je dirais même, sans délirer, hein, que ça a été comme un troisième parent. Ça a été, quelque chose qui m'a aidé, qui a ouvert, qui a créé des nouvelles connexions neuronales, qui m'a permis d'approfondir des choses. Aller dans des pans, permettre l'accès à des pans, de mes personnalités et de mes sensibilités que j'avais finalement que peu accès au quotidien, sans l'utilisation d'adjuvants, hein. Donc ça permet ça quand même et je dirais si et seulement si c'est bien fait. Voilà. Et puis je recommande pas à tout le monde parce que c'est très intense, c'est très fort et il faut avoir énormément de courage. Donc ça, c'était ma première re connexion et puis après ça m'a ouvert sur d'autres choses. J'ai découvert le yoga, je me suis formé à l'hypnose, la mobilité, toutes les respiration holotropique de Stanislas Grof. J'ai fait énormément de retraites. J'ai travaillé énormément en fait, je me suis mis comme le jeune combattant, qui voulait,
voulait aller au sommet de l'UFC. Et là, c'était le jeune spirituel qui voulait un peu, ouais, voir ce que c'était tout ça, goûter un peu à goûter un peu à l'éveil de Bouddha et tout ce délire-là, et c'est très intéressant, très, très, très intéressant, et ça m'a apporté énormément. Les rencontres aussi comme d'habitude, hein, énormément de rencontres, de la bienveillance, du cœur, et c'était super, quoi. Et puis moi, fort de toute la synthèse des techniques que j'avais embarquées avec moi depuis des années, à un moment donné, j'ai décidé de créer la retraite, que j'ai commencé à donner à des amis, et ensuite, ça s'est fait à Malte pendant des années, et maintenant je continue aussi, je continue ça, Donc oui, parce qu'on n'a pas dit que maintenant tu habites en France, du côté de Montpellier, c'est bien ça? voilà, au sud. OK. Simplement, encore une fois, parce que c'est important, toi qui as vécu ça, de façon, quasiment professionnelle ou en tout cas là très intense. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que l'ayahuasca? C'est un terme que tu as mentionné et c'est un peu comme le MMA, c'est des termes qui flottent comme ça, qu'on entend de plus en plus, mais on ne sait pas forcément à quelle réalité ça correspond. Est-ce que toi, tu pourrais donner ta vision des choses? Bah, c'est une mixture d'une racine et de feuillage. Heu, c'est difficile de savoir comment ça a été fait parmi les milliards de mélanges possibles entre plantes en Amazonie, comment ça a pu être créé, enfin ça a été créé quoi par des tribus autochtones à la base, et puis ensuite ça a été amené vers l'Occident, ça a été amené vers, l'Amérique du Nord, et maintenant je dirais que c'est assez facile d'accès. Hem, au début, moi, je peux te dire la manière dont ma chamane m'a initié à l'époque. Après, j'ai rencontré aussi d'autres gens qui le faisaient de manière différente. J'ai rencontré aussi des Européens qui le faisaient de manière différente. Donc moi, je dirais que c'est un si un jour, c'est quand tu te sens, quand tu as besoin de réponses, quand tu as besoin de lâcher quelque chose émotionnellement. Il Je connais aussi beaucoup de personnes qui étaient, addictes soit à l'alcool, soit aux drogues. C'est souvent la dernière expérience qui peut faire que ça va aller mieux pour toi. Parce que les gens, ils utilisent l'ayahuasca pour se sevrer de l'héroïne et de l'alcool, et ça marche vraiment puisqu'il y a aucune addiction à l'ayahuasca, Mmh. et je dirais que c'est la drogue enfin, la médecine de l'amour, la médecine de l'art. Il y a beaucoup de il y a la question de la gratitude, du pardon, de l'amour infini. Tu peux aussi explorer aussi tous ceux qui y croient, en tout cas qui ont des accointances avec, la croyance des vies antérieures. Il peut y avoir une espèce de vision claire de tout ça. La question des dimensions aussi, la question de l'incarnation. Il y a énormément de choses, c'est très vaste en fonction de qui tu es et de ton subconscient, comment il va se révéler. Tu auras des réponses. C'est assez mystérieux, hein. Moi, j'ai dû le faire 150 fois et pourtant c'est toujours aussi mystérieux. Ce qui est évident par contre à l'heure actuelle, c'est que j'ai plus besoin d'en prendre parce que je il y a tellement de elle est tellement en moi que la sensibilité elle est exacerbée. Il y a plus besoin de l'activer, comme je l'ai fait à l'époque. Mais c'est intéressant, faut être prêt, faut le sentir, faut le respecter. Faut faire, montrer, patte blanche. Faut être humble pour que ça marche, parce qu'elle est plus forte que toi. Donc il faut savoir être en position de d'apprenti. Voilà. OK. Donc et comme tu l'as dit, donc c'est une sorte de voyage d'apprentissage. En tout cas, c'est pas une expérience récréative. C'est d'ailleurs pas forcément très agréable tout le temps, de ce que j'ai compris. Mais ça peut être une source d'enseignement effectivement pour les personnes qui en ont besoin, en ont envie et il y a un travail préparatoire nécessaire à faire, quoi. C'est pas, recommandé à tout le monde. Préparation en amont d'une semaine, comme si tu allais te marier avec toi-même. Voilà, déjà il y a un sevrage au niveau de l'alcool et des drogues, et ensuite tu passes que sur du fruit les quelques derniers jours, ou du légume. Tu évites tous les excitants comme le café, et cetera. Même tu essaies d'être loin aussi des tentations, de voilà, de concupiscentes, et à partir de là, tu es prêt, et tu jeûnes le dernier jour, tu fais. Ça peut durer entre 4 et 12 heures. Si c'est une cérémonie, souvent la nuit, souvent en nature. La nature à ce moment-là prend tout son sens. La musique à ce moment-là prend tout son sens. Tu peux avoir une espèce de petit haltère
avec, des images qui sont représentatives de quelque chose sur lequel tu veux travailler. Tu le prends avec toi, ce qui fait que tu peux avoir un vrai focus et donc une intention. C'est très intentionnel, on n'est pas là en train de d'être là et délirer, mais au contraire, on fait face à ce qu'on ne veut pas voir de manière à le transcender, durablement. Donc, je dirais aussi que ça sert beaucoup pour les personnes qui ont déjà un projet, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une pratique, un rapport à eux. Là, il peut y avoir un vrai truc. Pour les personnes qui sont là et qui le lendemain font pas vraiment, l'intégration, donc ouais, tu as la période intégration ensuite, Mmh. où tout de suite tu te replonges tu vas pas te replonger, dans le travail, dans les bouchons parisiens, tu vois? Pendant la cérémonie, il y a pas de portable, c'est en silence, Ouais. tu parles pas. Tu es un vrai disciple, comme les disciples quand tu vois dans les documentaires, de moines, ils sont là, tu vois, il faut ce petit inclinement de tête, Mmh. tu vois? Ah, D'humilité comme tu disais tout à l'heure. ouais, Donc il y a préparation, la cérémonie et l'intégration ensuite et c'est pas alors même si toi tu dis que tu l'as fait beaucoup, hein, 150 fois, c'est vraiment beaucoup, mais en fait, on n'est pas obligé de le faire, de façon intensive non, et répétée. Quelquefois, ça peut être une expérience suffisante. exactement, une fois ça peut être une fois, ça peut être aussi bien de jamais le faire parce que moi je connais des gens qui ont une clarté Mmh. et qui l'ont jamais fait et ça a été quand même, tu vois? Ce qu'il faut, c'est se sentir appelé. Une fois que tu te sens appelé, tu t'assures que le milieu dans lequel ça va être fait, il est sain et serein. Mais ça, si toi-même tu l'es un minimum, tu sauras capter la personne en face de toi qui va t'initier, qu'elle l'est aussi et à partir de là, ça se fait. Il y a un question du détachement et du lâcher prise aussi, parce que tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais que tu veux, mais tu sais pas. Tu vois, c'est comme le combat, tu sais que tu vas tout faire pour gagner, mais pourtant tu sais pas puisque le combat, il s'est pas encore déroulé. Donc il y a Mmh. cette question-là de savoir s'abandonner. Plus il y a d'abandon, plus il y a d'abondance. C'est cette idée-là aussi, tu vois? C'est bon ça, plus il y a d'abandon, plus il y a d'abondance. J'aime beaucoup. Donc, tu retrouvais finalement, des qualités, les mêmes qualités que quand tu étais combattant, qui étaient requises, dans cette exploration-là. Mais tu dis que maintenant, c'est une belle période de ta vie, mais que c'est un peu derrière toi, parce que justement, tu as prolongé ton exploration et qu'avec ces techniques, ces pratiques que tu as découvertes, bah, tu poursuis cette voie sans forcément l'usage de la plante. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus dans la pratique du yoga ou de la danse, enfin qui semble en apparence encore une fois opposé à ce que tu as fait précédemment, mais en quoi ça a permis l'expansion de ton chemin? Ouais. Ben, quand moi j'ai commencé le yoga et il y a une partie du yoga qui est la même que le MMA, c'est-à-dire, beaucoup chez les, du coup j'ai oublié le nom alors que j'en ai fait énormément. Pas le hatha, Vinyasa, le Iyengar, l'autre l'autre. heu, Le bah, yoga des combattants quoi, tu vois? Ceux que tu as telle position définie, tu les fais, tu les enchaînes. Bref. Ashtanga. Voilà, donc tu peux avoir, les mecs du MMA, les combattants du yoga, c'est ceux qui font le Ashtanga, et puis, donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un minimum de discipline pour sentir ce qu'ils ressentaient, mais que je voulais pas me remettre, en mode 2 heures d'entraînement par jour, si tu veux. Donc, par contre, quand tu été loin dans un art et que tu l'as pas lâché pendant des années, on va dire que tu as accès à la substantifique moelle du truc. Ce qui fait que quand tu passes à l'apprentissage d'un nouvel art ou d'une nouvelle découverte, tu captes vite le truc, tu vois? Je serai jamais un yogi comme, tu vois certains, les Naga Baba et tous ceux qui font les trucs depuis des années, depuis tout petit. Mmh, Je sentirai peut-être pas comme eux, ils sentiraient peut-être pas comme moi je fais du MMA c'est ça. et le flow et la puissance de la sensation, tu vois? Par contre, je capte vite, là où ils veulent m'amener et c'est quoi finalement le délire du truc et du coup, parce qu'après tu peux aussi tomber dans un piège en étant en train d'essayer encore une fois de conquérir un art et d'avoir un résultat toujours, toujours. Mais non, l'idée c'était juste, approfondir ça et donc j'ai fait quelques styles, j'ai adoré, j'ai quelques maîtres et j'ai pas approfondi, mais en tout cas ce que je sais, je le sais bien, je sais le faire, je sais amener un groupe là où moi je veux aller et puis dans le yoga, ce qui est intéressant, c'est surtout d'étudier les textes et d'avoir une application toi-même, aux confins
de ton quotidien et de t'imposer ce que toi-même tu racontes dans les cours. Et il y a déjà pas mal de travail sur ça et c'est constant, tu vois? Il y a la question des grades. Tu vois, en arts martiaux, il y a tous les grades, les ceintures, mais elles sont purement symboliques. Quand tu arrives à la ceinture noire, tu es le meilleur? Bah, en fait, non. Noir, c'est l'obscurité, c'est-à-dire que tu redeviens enfant, tu comprends qu'en fait, il y a rien à comprendre et que justement, on est un éternel, travailleur et qu'il y a jamais un moment où: «Ça y est, j'y suis», tu vois? Donc le yoga, c'est ça, cette union, tu vois, de cette compréhension et de rapport à l'humilité aussi. Puis le rapport au corps, c'est extraordinaire, tu vois? Donc ouais, le yoga, ça m'a donné un autre rapport avec le corps plutôt que celui de la percussion et de l'appréhension, tu vois? Est-ce que tu dis que, tu peux guider des groupes maintenant? Parce que maintenant que tu n'es plus athlète, plus performeur, tu es dans une position d'enseignant, donc tu enseignes le MMA et le yoga et comment ça, s'est fait la transition entre pratiquant et enseignant? En yoga. En yoga et en MMA? Parce que tu donnes toujours des cours de MMA, non? Ouais, Oui, tu bah, en fait, accompagnes des gens. si tu veux, quand j'apprends un truc, je l'intègre, je le capitalise et ce qui fait que moi, dans ma pédagogie, j'ai la capacité de tout de suite en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de tout de suite pouvoir, l'expliquer. Donc quand je faisais du MMA, les stages, j'en donne depuis l'âge de 16 ans, donc ça a jamais été un souci. Après en yoga, c'est déjà, c'est très concret, en fait, le yoga. C'est l'alignement. C'est l'addition l'additionnement de postures et on va dire d'intention qui crée le ressenti. Donc ça veut dire que vite, trouver les bons mécanismes du corps et l'intention mentale à y placer, intention mentale plus bon placement égale ressenti. Donc si tu veux, c'est pour moi, au-delà de la danse même et au-delà du MMA, c'est l'art le plus équilibrant au monde. Parce que c'est le seul art qui a pour prétention de te rendre équilibré. Le MMA, son intention, c'est pas de te rendre équilibré, même si ça peut être une conséquence. La danse, son intention, c'est pas de te rendre équilibré, même si ça peut être une conséquence. Tandis que le yoga, c'est mon imaginaire, mais de ce que j'ai compris, l'intention, elle est de te rendre bien et donc heureux, tu vois? Mmh. OK et donc du yoga, tu es passé à la danse, d'abord en tant que pratiquant, puis en tant que performeur, si j'ai bien compris? Est-ce que tu Ouais, comment ça ouais, s'est ouais, fait ouais. cette transition? Bah, ça s'est fait tout à fait, de manière, amoureuse parce que ma compagne de l'époque, Olga, qui est une danseuse russe, elle a vu un potentiel dans nos échanges et puis on a commencé à danser pour le spectacle d'une amie dans un château vers Bordeaux et de là, il y a quelqu'un qui nous a repérés et qui a bien aimé notre travail. On utilise la danse, mais elle est plutôt au service d'un symbole, d'une idée à dégager, d'un esthétisme, et puis, souvent on utilise les mythes, tu vois? Qui soient gréco-romains ou même bibliques. Adam et Ève, Orphée et Eurydice. Il y a énormément de travail sur ça et sur le mouvement aussi. Donc ça s'est fait, assez miraculeusement. Elle a vu un potentiel, on s'est amusé. Moi, la danse, ça m'intéressait parce que j'avais déjà fait une expérience à Paris avec une amie danseuse à l'opéra, une ancienne danseuse, étoile à l'Opéra de Paris, qui m'avait fait venir pour un de ses projets et finalement, j'avais bien aimé la scène et du coup, assez naturellement avec Olga, dès qu'on a eu l'occasion, après on a fait ça, quoi et on a dansé un peu partout, hein. On a dansé à Paris, à Bordeaux, à Cognac, on a dansé en Russie, en Estonie, en Lituanie. On a fait une tournée comme ça en Europe et c'était pas facile pour moi parce que le tempo, la question du même la souplesse, moi les gens ils disaient que j'étais souple, mais pour un danseur,
c'est la souplesse de base, tu vois? Donc il a fallu partir et je me suis bien entraîné. Je me suis beaucoup entraîné. Des fois, on avait des spectacles d'une heure, bah, il fallait danser une heure. Pour moi qui est pas le truc, c'était un vrai travail. Olga, ce qu'elle enfin, pour un spectacle d'une heure, elle le prépare en 2 semaines Mmh. et c'est ça et c'est très beau, tandis que moi, il me faut plutôt 1 mois et demi et c'est un cran en dessous. Mais tu te rattrapes aussi par l'acting parce que tu as pas besoin d'être bon. Il faut les quelques bases, avoir vite les quelques bases pour exprimer ton idée. C'est moins dangereux qu'en MMA, tu vois? En MMA, à un moment donné, si tu as pas le fond, ça s'écroule. En danse, tu peux faire semblant, mais les professionnels, ils verront que tu es pas un vrai danseur haut niveau. Par contre, l'avantage, c'est que si tu exprimes vraiment avec ton visage, là, on parle plus d'acting, ça passe. Tu vois, des fois, tu regardais enfin, c'est pas les spectacles, mais les performances de Maria Abramovic. Elle était pas danseuse, ni esthétique, ni enfin, tu vois, elle avait rien sur le papier, rien et pourtant, comme elle voulait signifier, elle avait une intention et elle était prête à aller loin, bah, pourtant ce qu'elle faisait, c'était de l'art. Donc il y a cette question-là aussi, c'est pouvoir me balader dans des dimensions qui me sont sur le papier pas réservées, si tu veux, puisque moi je suis combattant depuis tout petit. Je suis pas acteur, je suis pas danseur, mais je le deviens parce que je m'entraîne, tous les jours pendant des heures pour maintenant c'est plus, je monte des spectacles, je monte des solos. Soit des seuls en scène, soit en danse, soit en acting. Donc il y a plutôt aussi vers le cinéma aussi. Donc tu vois, la recherche, elle continue. Je continue de mettre mes nouvelles techniques dans mon sac et puis de mener ma petite barre comme ça en m'éclatant vraiment, tu vois, en rigolant un maximum. Là, on a fait un court métrage de sport de combat de 8 minutes, c'est le 1 la première réalisation que je fais à 100. Bon, on s'est éclaté, quoi. Donc c'est vraiment ça, de l'esthétisme, du cœur, du symbolisme, de la technique, un minimum et de la folie, tu vois? C'est beau ça. Hem, il y a effectivement, moi, c'est ce qui me plaît dans ton parcours, c'est que tu explores des dimensions pas réservées et que même si tu es spécialiste de MMA et que de ce que tu décris, ça reste le cœur de ton chemin, c'est peut-être ce qui organise tout le reste, Ouais. tu t'autorises à explorer des territoires, auxquels, tu sembles pas destiné, qu'effectivement là tu viens d'évoquer et on va en parler plus de ce travail artistique de seul en scène et peut-être même de cinéma. Alors qu'à la base, je pense que ta discipline de départ, c'était le sambo si je ne m'abuse, donc il y a vraiment Et oui, c'est le un sambo, c'est pas éventail. la samba, alors Eh oui, tu vois? c'est ça, du sambo à la Pas samba. pareil. C'est pas pareil, Il y avait et pour aussi, de Dunkerque à Albuquerque, on avait trouvé, ouais. c'est bon ça. De la crasse à Las Vegas aussi. OK. Donc, beh, c'est bon ça, Sambo, Samba et Dunkerque à Bucarque, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui relie toutes ces disciplines, en fait? C'est quoi le fil rouge? Comment tu gardes ta cohérence en explorant ces différents territoires? Hem, Dénominateur commun de tous ces états, c'est tout simplement l'envie que j'ai depuis tout petit de me sentir vivant. Et quand tu danses, tu te sens vivant, quand tu combats, tu te sens vivant. Même les philosophes, hein, j'ai des amis philosophes quand ils ont l'impression de faire un eureka, intellectuel comme ça, ils se sentent vivants. Tout ce qu'on fait, c'est pour se sentir vivant. On achète un chien pour se sentir vivant. On essaie le dernier régime à la mode pour se sentir vivant. On se marie pour se sentir vivant. Donc moi, je me sens vivant en explorant tous mes archétypes et toutes mes personnalités subconscientes, si tu veux. C'est juste que quand j'arrive à 24 ans et j'étais, vraiment sur, l'archétype personnalité, du combattant, mais j'en avais plein qui demandaient à s'exprimer, si tu veux. Et un peu comme un père avec son enfant, je peux pas le réfréner tout le temps celui-là, tu vois? Après il y avait l'archétype de l'amoureux, après il y a l'archétype du spirituel, après il y avait l'archétype du businessman. Je suis tout ça à la fois et tout ce que les gens imaginent à mon propos, ça me concerne pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'étais toujours ici dans une forme de prédation quant à mes objectifs, sans faire de mal à personne, hein.
mais dans une forme de mindset où, toujours vers l'avant. Ça, c'est ce que le MMA m'a appris, c'est que tu peux griller toutes tes illusions. Le corps, il peut faire 1 000 000 de fois plus que ce que tu pensais, limitant pour lui et fort de cette compréhension-là, il y a aucune limite. Je regardais le documentaire sur, Schwarzenegger. Le mec, il était, du fin fond de l'Autriche, c'est encore plus paumé que moi, le nord, de la France, hein. Bah, le mec, il a été champion du monde en bodybuildisme, après il a été, l'acteur le mieux payé, après il a été, gouverneur. Tout est possible. Il suffit juste alors un bémol, tu peux tout faire. C'est ce que je fais, hein, je veux tout faire. Avec un petit la petite nuance, c'est fais-le sans faire chier les gens, sans, j'allais dire un gros mot, sans bip à personne et avec, avec une certaine forme de détente et de jouissance de ce que tu fais. Si ce que tu fais ici et maintenant te fait pas jouir, bah, pose-toi la question de ce qui te fait jouir ici et maintenant et fais-le. Et donc je me prive de rien, je fais chier personne. Il se trouve que je suis souvent en contact avec des gens aussi tarés que moi et on s'amuse beaucoup ensemble. Et il y a le retour, il y a beaucoup l'archétype de l'enfant finalement dans ce que je vis aujourd'hui, tu vois? S'amuser, rigoler, même la discipline elle est pas chiante, tu vois? Tu as la nuance. Ils diront souvent discipline: «Oh putain, quelle merde!» La discipline militaire, ouais, il y a ça, mais ça, c'est pas celle dont je parle. Moi, c'est celle qui t'amène à créer des nouveaux, réseaux neuronaux et corporels qui font que tu peux aller loin dans un mouvement, loin dans un délire spirituel, tu vois? C'est tout est disponible. C'est ça pour moi l'intention de la vie, quoi. C'est-à-dire, tu fais à un moment donné la rencontre avec, ce phénomène spirituel, tu l'appelles nature, tu l'appelles le Tao, tu t'en fous. Tu l'appelles, le bon Dieu, tu l'appelles Allah. Tout ça, c'est le même mot pour un état, un ressenti, une conviction intérieure forte. Fort de cette conviction, tu es guidé et il y a plus rien à faire. Tout se fait naturellement, sans encombre, tu vois? Même les plus gros efforts, ils se font, avec un esprit serein et enfantin, tu vois? Donc j'essaie d'enlever toute la prétention que j'ai en grandissant là, tu vois? J'essaie d'enlever toutes mes parts où des fois quand je prétends, j'essaie d'enlever, je prends une grande inspiration, je me détends. Je suis le premier à être dupé par mon mental et et je suis peut-être le pire, mais je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire, à moins et il faudra me mettre devant le fait accompli, mais je crois que je blesse pas beaucoup de monde et je fais chier personne, en fait. Et c'est mes partenaires de jeu dans mon quotidien, je pense que je les traite bien et j'abuse pas, tu vois? Je garde, malgré tous mes projets, j'essaye, hein, c'est dur, hein, mais il faut le faire. J'essaie de nuire à personne et garder cette discrétion et ça, c'est un conseil de mon père et tu vois, finalement, discrétion, efficacité, tu vois? Et puis le reste, cette une innocence. Je me demande, tu dois vivre comme, quand tu lis, comment il s'appelle le livre de Voltaire? Zadig, c'est ça? Qui cultivait son jardin? L'autre, L'autre? Micromégas? Je sais pas, je suis pas très fort en littérature française. tu vois, Il faut cultiver son celle jardin, c'est ça la celle celle qui se promène, tu vois, celle qui se promène, Voltaire, il a fait un livre sur la spontanéité, sur le tu me poses une bon, colle. J on le coupera au montage. Voilà. Ou pas, non, non, mais c'est bien, moi Attends, je vais le je ne retrouver suis là, pas fort en Voltaire. littérature française, je le Bah, moi, je lis les choses et je regarde les films, mais j'oublie le nom. mmh. Candide de Voltaire. Candide! Mais oui, bien Donc sûr, pardon. si tu pas un mindset à la Candide, un état d'esprit, innocent, bah, quelle corvée de vivre. Donc il faut être comme Candide. Je vois pas comment on peut faire d'autre pour avoir une existence pleine. OK. Et donc maintenant, la prochaine étape, c'est le fait que non seulement tu joues, mais si j'ai bien compris tout à l'heure, maintenant tu as réalisé un court métrage, c'est ce que j'ai compris? Bah, disons qu'avec toutes l'expérience MMA donc chorégraphique
le rapport au corps, les symboles que je veux véhiculer grâce à la dimension spirituelle que j'ai eu à un moment donné des choses et vouloir l'exprimer par le biais de l'art, par le biais du corps, ben, ouais, c'est attends, c'était quoi précisément ta question? Est-ce que là, tu as parlé d'un court métrage tout à l'heure Voilà, et tu as court-métrage dit que tu film. l'avais réalisé, donc est-ce que Ouais, ouais. maintenant c'est toi qui a vraiment chorégraphié, organisé ce Ouais, contenu? ouais, ça s'est fait spontanément. Dedans, il y a du combat, beaucoup de combat, il y a de l'acting, il y a tous mes univers. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est dans ce court métrage. Il reste plus qu'à le monter et ça va être très drôle. En tout cas, on a pris un plaisir fou à le faire. Hem, ouais, ça va être intéressant, ouais. Ça va être intéressant. Donc court métrage, il y a quelques longs métrages qui sont en suspens et des fois ça tombe. Tu sais, dans ces vies-là, il faut être juste prêt, en forme. Et dès qu'il y a quelqu'un qui apparaît ou quelqu'un qui te propose un truc, bam, 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 tu vois? Dès qu'il y a l'occasion. Mmh. Je suis aussi pas mal dans le shooting photo, shooting vidéo, tu vois? Là, j'avais pour ambition de faire un shooting avec un lion ou faire la première épreuve d'Hercule, tu sais? Mmh. Le lion de Némée. Enfin, tu vois, faut qu'il y ait une transcendance dans ce que je fais, il faut qu'il y ait une transcendance, donc une prise de risque. Il faut qu'il y ait un symbole fort. Il faut qu'il y ait un esthétisme et un peu de technique quand même. Voilà ce que je m'impose pour, faire mes pseudo-œuvres et dès qu'il y a ça, je suis satisfait, ça me satisfait moi, tu vois? OK, et il y a ce projet de seul en scène aussi? Où toi tu serais, donc là, pas Ouais, que de la danse, mais aussi du jeu. du jeu. Qu'est-ce que tu raconterais dans ce seul en scène? Je raconterai ce que je t'ai raconté aujourd'hui Mmh. avec des techniques, poétiques et métaphoriques et pour ça, il y a la danse, il y a le MMA, il y a l'acting, mais tout ça, c'est des techniques qui viennent, se mettre en plus d'un état d'être. Donc je serai tout simplement sur scène. Le rapport, et qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais qui est inhérent à tous les constats que j'ai eus tout au long de ma vie, c'est le rapport au féminin. Donc venant d'un tu vois, un background, élevé par mon père, heu, produit du terroir, tu vois? Un super mec, mais très masculin. Le combat avec les garçons, toute mon enfance. Le fait d'être self-made man, tu vois? De se construire, capitaliser, mener au bout un projet, tu vois? Toujours être dans le «je gagne». Heu, il y a eu une déconnexion aussi avec ma maman très tôt, avec le divorce des parents comme beaucoup, hein, un mariage sur 3, hein, et ce qui fait qu'il y a eu ça a été désyntonisé très, très tôt chez moi et j'y suis revenu plus tard, tu vois? Grâce à des bons éducateurs, grâce à des compréhensions, des lectures et de la méditation, quoi. Donc je vais parler de ça dans ce seul en scène. Masculin-féminin, tu vois? Ça pourrait être un bon titre, masculin-féminin. Je mets le masculin avant, tu as vu? Parce que ça va vers le féminin. C'est Mmh. ça un peu la question d'ailleurs dans le court métrage dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tous les combats, tu as 6 minutes de combat, il y a de la technique, de la sueur, des larmes et du sang, c'est bien, il faut, on adore, mais c'est sous-jacent à tiens, à un moment donné, chaque combat, il représente, un de mes archétypes. Le contrôle, la folie, le sauvage, le doute, toutes ces choses-là. Donc chaque combat, il est fait en fonction de ce style. Donc leur style de combat, il est fait en fonction de leur qualité, heu et moi, je dois trouver leur talon d'Achille, donc je les combats. Souvent, je gagne, souvent, je m'échappe, des fois, c'est eux qui s'échappent, pour finalement arriver à la fin du court métrage où c'était ça, cette quête finalement, un travelling avant où on voit au loin une femme et c'est ça un peu la question de ma vie, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, tu arrives à cette maturité et je sais pas si c'est une sagesse, mais de te poser simplement avec quelqu'un, te satisfaire de ça, aimer ça. Moi qui est toujours à la recherche du parfait et du beau, bah, justement se contenter de ce qu'il y a de plus simple et c'est ça qui est beau, tu vois? Donc il y a ces questions-là à chaque fois. Mais c'est à chaque fois c'est profond, tu sais? Moi je suis un peu autiste, j'ai du mal avec les petites discussions, les petits jactages, j'ai un peu de mal avec ça. Moi c'est soit grande conversation de mystique ou alors soit tu es en train de le faire.
Il y a pas d'entre-deux, tu vois? Donc il y a aller chercher la compréhension supérieure pour aller l'induire dans ton inspiration au quotidien, dans ton mindset et le faire, en fait. Donc il y a un côté j'ai un côté très perché, genre, «Putain, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là?» et il y a un côté, en fait, je suis à 100 dans le faire. Mais à faire, désormais, on va dire, qui est une résultante de l'être, pas un faire pour, capitaliser et avoir, tu vois? Je vois très, très bien Yes, et j'étais déjà, intéressé, intrigué par ton parcours et je me suis dit que ça correspondait à ce que moi aussi je pense, ce que je crois, et ce que j'aimerais aussi défendre, je sais pas si c'est le bon mot, mais faire la promotion, hem, pour tout un tas de raisons sur la sensibilité, sur le rapport au corps, sur les voyages, sur le travail avec la médecine, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais aussi sur ce lien avec le féminin et je pense que c'est très intéressant que, heu parce que je travaille avec les hommes aussi et parce que j'essaie de leur proposer autre chose que le modèle, traditionnel et je pense que toi qui, incarnes un peu cette hyper masculinité que tu viens de décrire et qui peut se cristalliser dans le fait de rentrer dans une cage de MMA et de gagner des combats et d'être combattant professionnel, que tu parles de sensibilité, de douceur, de féminin, tu vois, beh là, au même moment où je vois ta tête, je vois le film, tu vois, American Psycho? ouais, Mais pas pour toi, hein, mais pour ouais, moi, ouais. justement. Tu vois, c'est s'accorder avec toutes ces polarités. Bon, enfin, lui, c'est dur quand même. Mais Oui, tu là, c'est vois, l'extrême. ouais, mais tu vois, tout simplement, tu peux tout Mmh. être. Mais je pense tu peux tout être et mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, il y a c'est comme un service qu'on peut leur rendre de se dire que je pense que les hommes, ils vont pas spécialement bien ces temps-ci, enfin ça fait un moment qu'ils vont pas bien, et que les autres aussi du coup ne vont pas formidablement bien, ceux qui les entourent, celles qui les entourent et donc d'entendre ton questionnement, ton cheminement. Ça peut être une source d'inspiration et peut-être de trouver d'autres solutions aussi que de cette masculinité un peu archétypale ou stéréotypée plutôt qu'archétypée, qui devient, qui est friable, je pense, profondément, parce qu'il y a une force un peu Bah, superficielle, ouais et et puis toxique. ouais, c'est ça et puis surtout, on a tendance à rendre contraire le yang et le yin C'est ça. et donc quand tu dis que leur yang devient friable, c'est parce qu'ils sont pas raccordés à leur yin, parce que c'est surtout pas l'inverse les 2. Moi, je vois le yang comme une application du yin. C'est juste former le yin, c'est juste le faire, tu vois? Donc c'est, comme je te disais, aller chercher l'information très loin perchée dans le cœur, hein, et dans l'esprit, donc c'est ici et là, ça c'est le yin et protéger ça et le rendre, palpable au quotidien sur terre, hein, c'est notre mission, on a 70 années pour ça, ben, le yang. Donc Mmh. le yang serait une calcification du yin et surtout pas son opposé. Exactement, ça matérialise, ça concrétise quelque Ouais, chose, en fait. Bah, c'est très intéressant parce que c'est un peu la question que je t'ai posée au début, en fait, de savoir, comment, tu conciliais ce qui était en apparence, opposé, à savoir donc le combat professionnel, le combat dur et cette recherche de sensibilité et je crois que tu as répondu à la ouais, question. on a fait un tour de piste On a fait un et tour de voilà, voilà, piste. exactement. Exactement. Est-ce que tu voudrais conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Bah, je te remercie pour, l'interview. C'est un plaisir d'en voir aujo c'est un plaisir de voir, bah, de te connaître, te voir au festival qui arrive en octobre, Tout à mais fait. aussi de voir moi-même par effet miroir et tes grâce à tes Mmh. questions, là où j'en suis en ce moment. Bon, bah, écoute, si ça t'a été utile, j'en suis ravi. Ouais, Moi, ça m'a été utile et ceux qui nous écoutent aussi, je l'espère. Tu fais bien de mentionner que tu participeras à M le sommet, donc qui a lieu du 16 au 19 octobre 2025, donc que je co-organise avec ma collègue Yael, un événement en ligne où tu viendras nous parler un petit peu de ton parcours, peut-être sous un angle un peu différent, mais les mêmes éléments et tu nous proposeras aussi quelques pratiques. Ce sera une sorte de conférence interactive, yes, c'est ça? yes, avec grand plaisir, encore une fois, aller chercher la compréhension forte pour essayer de
de le partager avec le cœur, avec les personnes qui seront présentes et que ce soit, fonctionnel et applicable dès la reprise de leur journée, une fois qu'ils se suite à s'être octroyé un petit moment, tous ensemble, quoi. Super. Est-ce que avant de partir, tu as une suggestion? Alors soit une suggestion de pratique ou de lecture ou de film ou de avec quoi les auditeurs pourraient repartir? Alors, mets-moi une contrainte, genre un thème, comme ça je vais être meilleur. Mmh, bah, justement sur la recherche de la beauté, de l'art, parce que du sensible. Bah, comme on disait tout à l'heure, le martial, le spirituel et l'artistique, ils s'opposent pas. L'un nourrit, chacun se nourrit de l'autre et pour être plus précis, je dirais au quotidien, hem, ce qui peut être intéressant, c'est juste pour déconner, juste pour rigoler, heu, est-ce que l'action que je suis en train de faire là, maintenant, elle nourrit ce qu'il y a au plus profond de moi? Donc comme une interrogation à garder un petit peu en permanence? Est-ce que, ouais, petit mantra, mais juste pour rigoler, hein. Et après, je trouve, hein, le bonheur, c'est quoi pour moi? C'est quand cette question-là, elle vient plus, 1 seconde par jour, mais 24 heures. Mmh. Super conclusion, Tom. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir, accepté mon invitation. C'est, un honneur et beh, je te souhaite le meilleur pour la réussite de tes projets. Où est-ce Yes. qu'on peut voir ça justement? C'est seul en scène, c'est courts métrages, peut-être c'est longs Ouais, métrages? ouais, Tu as to un compte Instagram, on mettra le sur lien? Insta. Ouais, sur Insta, c'est bien. Tom Fire Kid D'accord. sur Instagram. Et que aussi, hein, on l'a évoqué un peu brièvement, donc on peut suivre tes projets artistiques, mais tu proposes des retraites aussi régulièrement. Donc Ouais, si on veut travailler avec toi, c'est yes, possible, yes. On peut sur travailler à ça. ton Ouais, pour les gens qui ont un projet, un bon projet solide, on en parle en tout cas, avec grand plaisir et puis je suis contactable par, Instagram. ouais, ben ça, c'est ce que j'ai apprécié et ce sera le mot de la fin que tu as une notoriété dans le milieu du MMA, mais pas seulement justement et que pourtant malgré ça, tu es très facile d'accès et tu es très facilement contactable. Enfin, nous, on se connaît pas, on n'a pas forcément de lien, même si on a Jamel Bride, en commun, on Ouais, l'a découvert plus tard. Mais que voilà, je t'ai sollicité et tu as répondu avec beaucoup d'humilité et de simplicité donc avec le merci pour petit ça. geste, voilà. Le petit geste, voilà. Ça, c'est une bonne, voilà, Le petit geste nippon, mmh. Ça aussi, ça pourrait être une bonne recommandation de le petit geste d'humilité, de ouais, gratitude. petit geste et après tu fais voilà. Petit geste, petit rire. Merveilleux. Bah, je te remercie beaucoup Tom et donc à très bientôt et bon courage pour tes projets. On se reverra donc pour M le sommet. Ciao mec, merci beaucoup à Merci, toi. salut.